Rosso et Sang. Cet événement majeur de l'église chrétienne évangélique du Mali regroupe des centaines de jeunes du Mali et de l'extérieur. L'édition est placée sous le thème « Pourquoi fuir les passions de la jeunesse ?» Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'État décide donc de suspendre le salaire de plus de 36 000 agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Une décision qui fait suite aux conclusions du rapport du système intégré de gestion des ressources humaines de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales. Les agents en question représentent 4,57% de la masse salariale, soit un manque à gagner estimé à plus de 48 milliards de francs CFA par an pour l'État. Les agents ont encore 3 mois pour se déclarer. Pour plus de détails, écoutons respectivement le ministre en charge de la refondation de l'État, celui chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances. L'État paye des salaires à plus de 158 000 agents, toutes catégories confondues. Et donc, il y a un contrôle physique et biométrique qui a été effectué et qui a permis de relever que seulement 122 166 agents sont identifiés, se sont fait identifier. Et donc, il y a plus de 36 000 agents qui restent aujourd'hui non identifiés, qui ne se sont pas présentés à l'identification physique et biométrique. Alors le problème aujourd'hui, c'est que l'État paye plus de 48 milliards à ces personnes qui ne sont pas connues, qui ne se sont pas identifiées. Le problème pour nous aujourd'hui, lorsque le rapport a été produit et que le président l'a reçu, une des recommandations du rapport, c'est de donner un délai de grâce à ces personnes-là qui n'ont pas été identifiées pour que celles-ci-là, ces agents-là, puissent se présenter, régulariser leur situation. Ils pourront se présenter dans les différentes directions des ressources humaines, comme les enrôlements précédents ont eu lieu. Donc cela leur permettra de clarifier leur situation. À l'issue de cette opération de délai de grâce de 3 mois, qui est annoncée dans la lettre circulaire du 26 août 2025 du ministre de l'économie et des finances, ces salaires-là seront définitivement suspendus et seront considérés comme des agents fictifs. C'est en fait ce qui est demandé. Donc il ne s'agit pas de chasse à sorcières, mais vraiment il s'agit de prendre le taureau par les cornes pour que cette situation d'effectifs fictifs puisse disparaître de notre fonction publique, que ce soit la fonction publique de l'État ou la fonction publique des collectivités territoriales. Toutes les dispositions idoines seront prises pour que l'enrôlement se fasse dans les meilleures conditions. Donc je crois que tous les agents de la fonction publique, que ce soit de l'État ou des collectivités, connaissent déjà leur DRH de rattachement. Il s'agit d'une suspension provisoire. Tous les agents qui viendront effectivement se faire enrôler, dont les situations seront effectivement exactes, et donc les salaires seront libérés. C'est des salaires qui vont être cantonnés au trésor, donc ils ne vont pas se perdre dans la nature, et ceux qui vont se régulariser, leur salaire sera libéré au fur et à mesure. Donc c'est vraiment cela. Maintenant, c'est au finish des 3 mois de délai de grâce que ceux qui ne se seront pas du tout présentés, que les salaires vraiment seront définitivement coupés. Il faut rappeler en plus de cela, comme la lettre circulaire que j'ai signée hier l'indique très clairement, il y a également dans les 122 166 agents qui sont reconnus plus ou moins aujourd'hui, qu'il y a des cas de doublons, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui se trouvent dans ces 122 000 agents et qui sont donc enrôlés 2 fois biométriquement. Donc on a les mêmes empreintes qui existent pour des agents qui sont par exemple des agents qui travaillent au niveau du ministère de l'Éducation, qui travaillent au niveau du ministère de l'économie et des finances et qui travaillent ailleurs. Donc il y a également ces cas de doublons, de triplons, ou des cas où on a un enrôlement qui n'est pas satisfaisant parce que nous n'avons pas pu avoir les identifications comme il le faut. Donc ces cas également les salaires de ces personnes également seront suspendus et ces salaires ne font pas partie justement des 48 milliards 280 millions qu'on a évoqués tantôt. Donc c'est pour dire que vraiment c'est une campagne en tout cas de nettoyage quand même, si on peut le dire ainsi. Et il faut rappeler que le SIGRH également a beaucoup d'autres
offre beaucoup d'autres opportunités. Aujourd'hui, nous pourrons désormais savoir l'inventaire donc du personnel de la fonction publique de l'État et de la fonction publique des collectivités. Nous pourrons avoir une meilleure gestion en fonction des diplômes, de l'expérience et de tout ce que les spécialistes de gestion des ressources humaines ont besoin pour pouvoir faire les nominations et tout. Donc quand même c'est un cadre très important et je pense que périodiquement ce recensement doit se faire pour vraiment être sûr qu'à chaque fois nous sommes vraiment en phase avec les dépenses qui se font. En tout cas, tout cela rentre dans le cadre non seulement de la digitalisation mais également du contrôle et de la réduction du train de vie de l'État. Les chefs d'entreprise renforcent leur capacité sur l'éducation financière. Cette session de formation est une initiative de la cellule technique des réformes du climat des affaires avec l'appui financier du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne. Le reportage de Ibrahim Kaoukonati. Renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises sur l'éducation financière et les aspects juridiques liés aux droits des sociétés, tel est l'objectif de cet atelier à l'intention des chefs d'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, le secteur privé malien souffre de beaucoup de problèmes, notamment la non-maîtrise des textes et aussi la non-maîtrise des techniques pour pouvoir assurer son développement. Donc dans cette logique-là, moi qui suis ex-consultant pour le projet PASEM de la BAD, nous appuyons effectivement le secteur privé malien parce que nous travaillons à ce qu'il y ait une promotion des investissements dans la plus grande discrétion, dans la plus grande sécurisation. Et donc, pour ce faire, il faut impérativement renforcer les capacités des acteurs. Initié par la cellule technique des réformes du climat des affaires, cet atelier de renforcement des capacités est financé par le projet PASEM de la Banque africaine de développement. À l'issue de cette formation, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'attend aux résultats suivants. 1. Les PME sont sensibilisés sur les méthodes et techniques leur permettant une meilleure gestion de leurs revenus et de leurs dépenses. 2. L'alphabétisation financière des PME est améliorée. 3. La promotion de l'utilisation éclairée des services financiers par le biais d'outils et de matériels d'éducation financière est faite. Et enfin, les arnaques financières et les pratiques commerciales trompeuses sont connues par les PME et réduites conséquemment. Le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne vise à améliorer le cadre des investissements et ambitionne d'appuyer le secteur privé afin de jouer son rôle de création des richesses. Dialogue social et négociation collective, quel outil pour les leaders du SINACOM afin de contribuer à l'apaisement du climat social? C'est le thème de 3 jours de formation initiée par le syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie du Mali à l'attention de ses membres. Les précisions sur cette session de formation avec Soumaou Aïdara. Le SINACOM, syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie du Mali, mise sur le dialogue social pour apaiser le climat social. Pendant 2 jours, des leaders syndicaux vont renforcer leurs connaissances sur la législation du travail, les techniques de négociation collective et l'importance du dialogue social dans la prévention et la gestion des conflits. Avec le thème négociation collective et dialogue social, quel outil pour les leaders syndicaux du SINACOM pour contribuer à l'apaisement du climat social? Notre époque étant celle des cerveaux les plus productifs, notre vision est d'amener les travailleuses et les travailleurs, les jeunes et anciens, à être plus ingénieux, plus respectifs des méthodes de travail, plus perfectionnés. Le thème est très évocateur. Le terme est syndical. Pour dire juste que tous syndicalistes que nous sommes, nous dormons avec cette conscience de la paix sociale. La formation, c'est vraiment la clé de voûte pour qu'on arrive à déjà remplir pleinement notre mission et à répondre présent au rendez-vous de la construction de l'édifice. Cet atelier a bénéficié de l'appui du gouvernement allemand à travers la fondation Friedrich Ebert, engagée dans le renforcement des capacités et la promotion du dialogue social. Cette année, nous célébrons les 100 ans de la fondation
en Allemagne, mais aussi nos 55 ans de la Fondation Friedrich Ebert ici au Mali. Nous travaillons sur la social-démocratie, sur la justice sociale, la participation des citoyens. Au-delà de la formation, le SINACOM entend ainsi jouer pleinement son rôle dans la construction d'un climat social apaisé, gage de stabilité et de développement pour le pays. Je vous le disais dans les titres, la ville de San abrite cette année la 29e édition du camp francophone des districts de Ntorosso et San. Cet événement majeur de l'église chrétienne évangélique du Mali regroupe chaque année des centaines de jeunes du Mali et de l'extérieur. L'édition est placée sous le thème « Pourquoi fuir les passions de la jeunesse ?» de San, les explications d'Idrissa Kouni. Le camp biblique francophone des districts de Ntorosso et San est à sa 29e édition. Cet événement religieux majeur est une fête de prière, de méditation, de partage et de la parole de Dieu qui regroupe chaque année des centaines de campeurs de l'intérieur et de l'extérieur. Le thème de cette édition, pourquoi fuir les passions de la jeunesse, est plus que jamais interpellateur. Nous savons que la jeunesse fait face à beaucoup de défis par rapport à tout ce que nous vivons, la question de paix et la question des difficultés. C'est pour cela la force que nous avons, au lieu d'utiliser cette force-là pour faire ce qui n'est pas bon, ce qui déplaît à Dieu, nous devons utiliser notre force et notre vigueur pour vraiment faire de la bonne chose et construire notre avenir, mais aussi nous préparer pour vraiment servir notre famille, pour notre bien-être, mais aussi pour servir notre nation et notre société. Au-delà de ces sujets centraux, plusieurs thématiques afférentes à la vie de la jeunesse et de la nation seront abordées. De quoi motiver la plupart des jeunes campeurs à la fleur de l'âge. C'est notre troisième fois de participer à ce camp. Ça concerne la jeunesse, la citoyenneté et puis l'utilisation des excitants. C'est très intéressant. Au sortir de ce camp, j'attends vraiment changer, être motivé, être une bonne citoyenne. Le président de la transition aussi nous a interpellés aussi en tant que jeunes. Nous pouvons impacter notre génération, impacter aussi notre société, être un bon citoyen et aussi être un bon patriote. Des modèles et des citoyens exemplaires, c'est ce à quoi aspire le Mali Koura. La construction de ce nouveau Mali, le Mali Koura comme on le dit, n'est possible sans la contribution de toute la jeunesse, fer de lance du développement. Mais cette jeunesse a besoin d'être formée et préparée pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la construction nationale. Cette rencontre de foi qui regroupe près de 600 jeunes va durer du 25 août au 1er septembre. Un temps de prière pour la nation a sanctionné cette cérémonie de lancement des activités. Du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement ont tenu la deuxième session ordinaire du comité à Tombouctou, au centre des échanges, la situation des mises en œuvre des fonds Anicété, du PDRIAS et d'autres projets. Les précisions avec Najim Babasisi. Au cours de cette deuxième session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, les membres feront la situation des offres de financement de l'ANICT et du PDRAS 2024. La situation de mise en œuvre du plan opérationnel 2025 du Conseil régional de Tombouctou et présenter les perspectives de l'année 2025 tout en présentant les actions de développement réalisées au premier semestre 2025 de certains projets et programmes intervenant dans la région et les perspectives pour 2026. Quant au développement économique régional d'Air, il est essentiellement pour nous une approche inclusive et participative qui encourage la synergie et le partenariat entre les principaux acteurs, collectivités territoriales, services publics et privés, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers sur un territoire donné et qui les met en capacité associée pour concevoir, programmer, orienter et mettre en œuvre une stratégie commune de développement. Les membres saluent l'exécution à hauteur de souhait des recommandations formulées lors de la session précédente. Néanmoins, les défis demeurent le soulagement des populations victimes des inondations dues à la montée des eaux du fleuve, une situation récurrente en région de Tombouctou. En raison de l'importance des sujets inscrits à l'ordre du jour, je vous exhorte à une participation assidue et de qualité aux présents travaux en vue de contribuer à l'amélioration des planifications sectorielles, territoriales de la région et de leur mise en œuvre. Cette deuxième session ordinaire a particulièrement
a enregistré la présence des responsables des structures financières installées à Bamako. En 5e région, l'association Sanabil Mali, en collaboration avec la coordination de l'Union des Médersa arabo-islamiques, vient d'initier une journée de sensibilisation. L'objectif est d'expliquer l'état des lieux des programmes d'enseignement franco-arabe, le nouveau curriculum bilingue franco-arabe élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. Les précisions avec Aminata Touri. Cette journée de sensibilisation sur le nouveau curriculum bilingue franco-arabe élaboré par le ministère de l'Éducation nationale a été initiée par l'association Sanabil en collaboration avec la coordination de l'Union des Madersa arabo-islamiques, bureau régional de Mopti, sous la supervision de l'Académie d'enseignement de Mopti. On a des opportunités, mais actuellement, ce n'est pas trop. Être imam, être prédicateur, être marabout, être enseignant, là où nous sommes, c'est insuffisant. Il faut d'autres opportunités. Nous savons que les enfants des médecins, ils sont beaucoup plus intelligents. Mais le programme, c'est essentiel pour que tu puisses profiter de ce que tu as appris. Le nouveau curriculum des madrasa au Mali vise une meilleure intégration des élèves dans le système éducatif et le marché du travail, tout en préservant et en modernisant les savoirs religieux. Selon les organisateurs, il s'agira désormais d'un équilibre entre l'arabe et le français en intégrant les matières scientifiques dans le cursus bilingue. Avec le nouveau programme, les méthodes seront changées. Il y aura la mémorisation du Coran et le Coran sera aussi avec coefficient 3 parce que c'est la base. Mais ce qui concerne maths, physique, chimie, bio, ça sera fait en français. Pour qu'au niveau du lycée, on peut avoir les 3 séries en 11e. Essayer de mettre les domaines de la vie ensemble, y compris le domaine religieux. Parce que c'est ça qui manquait dans les anciens programmes. Avec les nouveaux programmes bilingues, je pense que cet aspect est bien élaboré. Je pense que tout le monde adhérera. La journée a été couronnée par des communications à l'endroit des participants. Il s'agit entre autres de l'historique des programmes d'enseignement des madrasa au Mali, l'état des lieux des programmes d'enseignement franco-arabe qui existent depuis 2016, l'impact socio-éducatif du nouveau curriculum bilingue franco-arabe. De Mopti, direction Kidal, l'ONG Nouveaux Horizons et ses partenaires ont animé une table ronde pour mieux préparer les acteurs de la société civile à la recherche de financement pour leurs projets. Les précisions avec Sidi Elmedi Ag Albaka. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 3 du projet PAFEM, promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, dans les régions du centre et du nord, l'ONG Nouveaux Horizons lance les travaux de la table ronde sur la recherche de financement pour les activités des organisations de base. L'objectif de cette rencontre, c'est ensemble débattre sur les défis, les stratégies, les solutions et faire des recommandations pour permettre et faire comprendre aux différentes entreprises vraiment les systèmes et les stratégies de recherche de financement. Cet exercice qui a mobilisé plusieurs acteurs des organisations de la société civile est un rendez-vous du donner et du recevoir marqué par la présence des autorités locales et communales. Le but de cette table ronde est de discuter, débattre des enjeux, des stratégies pour mobiliser des fonds, qu'ils soient nationaux, internationaux, multilatéraux et bilatéraux, ou issus d'investisseurs privés, afin de financer les activités des organisations de base. C'est un atelier d'une importance capitale parce qu'il va vous permettre de connaître, n'est-ce pas, les techniques par lesquelles il faut rechercher et mobiliser les financements des projets que vous serez apportés ou que serez amenés à apporter pour d'autres qui ne sont pas là, pour les associations, pour les GIE, etc., etc. En somme, au sortir de cette table ronde, les participants ont été suffisamment outillés pour rechercher les fonds sur les plans national et international au profit des organisations de la société civile.
Ils sont une trentaine d'enseignants d'anglais réunis autour des mêmes objectifs, renforcer leurs compétences pédagogiques. Pendant 5 jours, ils seront outillés sur l'approche par compétences APC, une méthodologie d'enseignement qui consiste à développer des compétences pratiques chez l'élève. Une initiative du comité anglais du lycée Kankou Moussa de Daoudabougou. Les détails avec Bokhari Koulibaly. Durant 5 jours, les participants vont explorer les concepts clés de la méthode APC, travailler sur des leçons modèles et s'exercer à travers des mises en pratique. Une formation qui vise à améliorer l'enseignement de la langue de Shakespeare dans nos établissements. L'Académie avait pris l'initiative d'organiser une formation générale de l'ensemble des enseignants de la rive droite. Nous n'avons pas attendu l'Académie pour cette formation. Nous avons fait exclusivement des procès d'anglais pour au moins se faire une mise à jour avec les inspecteurs proprement dit. La qualité de l'éducation passe par la compétence des enseignants et cette session constitue une opportunité pour rehausser leur niveau. L'approche par compétence est une méthode qui, chaque année, il faut des mises à jour. Donc vous avez beau maîtriser cette méthodologie, quand vous entendez, vous êtes un professeur qui ne veut pas se faire voir dépasser. Quand vous entendez qu'il y a un atelier, c'est une opportunité en or à saisir. Si nous réussissons le pari de la mise en œuvre de l'APC, nous en récolterons certainement les fruits sur le plan social, le plan politique, le plan pédagogique, le plan économique et aussi sur d'autres plans. À l'issue des travaux, les 34 enseignants devront repartir mieux armés pour transmettre un pas important vers un enseignement de l'anglais plus performant dans nos lycées. Et cette nouvelle avant de se quitter, les artistes Babaninkone, Bigini, Bagaga et Mariamba ont bénéficié d'une liberté provisoire aujourd'hui. Le fond du dossier sera jugé pour Babaninkone et Mariamba le 29 septembre prochain et le 6 octobre pour Bigini Bagaga. C'est sur cette bonne nouvelle pour les fans de ces artistes que prend fin ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Barakissa Ouattara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.